Cette semaine, Méditerranéo s'intéresse pour commencer à la politique linguistique en vigueur dans la principauté d'Andorre. Ici, le catalan est la langue officielle. Cap ensuite sur les rivages de la Corse, où la protection de l'environnement est privilégiée. La gestion de l'eau sur une autre île méditerranéenne, Porquerolles. Enfin, la création musicale basée sur les expressions diverses pour la séquence mémoire. Andorre est le seul pays dans lequel le catalan a le statut de langue officielle sur l'ensemble de son territoire. Une spécificité inscrite dans la Constitution. Le français, l'espagnol et l'anglais sont aussi enseignés dans les écoles et le gouvernement a développé un enseignement du catalan pour toutes les personnes qui viennent travailler dans la principauté. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de veure. Animation dans la cour de récréation de l'école andorrane. Dans cet établissement scolaire, de la maternelle à la troisième, une seule langue prédomine, le catalan. C'est la langue officielle en Andorre. Tout part des bancs de l'école. Ici, plus qu'ailleurs, on défend l'histoire et les singularités de son pays, aussi petit soit-il. Le parcours du jeune Victor depuis qu'il est né est révélateur. Au-delà de ses longs séjours à l'étranger, il n'oublie pas d'où il vient. Andorre est le seul pays au monde où le catalan est officiel. C'est très important. Même si je parle couramment plusieurs autres langues, le catalan reste ma priorité. C'est mon identité, mais je m'adapte bien sûr à tous mes différents interlocuteurs. Andorre compte 11 000 élèves répartis dans 3 écoles. L'une est espagnole, l'autre française et celle-ci, l'andorrane. Tous ces établissements sont financés par la principauté. Mais ici, le système d'enseignement fonctionne sur des bases différentes. Le catalan reste la base de notre fonctionnement. Dans notre école, on le pratique dans toutes les matières enseignées, de la maternelle à la troisième. Évidemment, on travaille également en espagnol et en français, et même un peu en anglais. Dins de la Renaixença hi ha 2 parts, no? La ruta que va fer per Andorra. La ruta que va fer per Andorra i alguns fragments, sí, de l'obra. Sí, o sigui, a mi aquí a Andorra... Ici en Andorre, ce que j'aime, c'est quand mes copines me parlent en catalan et moi je fais pareil. Même si on me parle en espagnol, je réponds en catalan. C'est très important parce que c'est notre langue officielle. Elle devrait être obligatoire. Tout le monde devrait parler catalan. L'article 2 de la Constitution andorrane fixe les règles de la politique linguistique du pays. Avec un principe de base, le catalan reste la langue du pouvoir. L'occasion aussi de la faire entendre au plus haut niveau sur le plan international. Une langue comme un porte-drapeau. Notre premier président qui s'est exprimé à l'ONU, Oscar Ribas, l'a fait en catalan. Ce fut un moment très symbolique, très important. C'est la première fois que l'on entendait le catalan dans une instance aussi emblématique que l'ONU. Pour nous, c'était une évidence. Nous avons l'obligation et le devoir de défendre notre langue. Et nous le faisons. Andorre est le seul pays d'Europe où ses propres ressortissants d'origine sont minoritaires. Coincé entre l'Espagne et la France, le 18e plus petit pays au monde est envahi par des milliers de touristes en raison des boutiques hors taxes. Voilà pourquoi le gouvernement d'Andorre a appliqué une politique particulièrement offensive pour la défense de la langue. Au mois de novembre, nous ouvrons nos stations de ski. Il arrive alors un important contingent de travailleurs étrangers. Ici, nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face à tous ces emplois saisonniers. Ils sont 3 000 à venir en moyenne. Ce sont essentiellement des extra-communautaires, des Argentins et des Chiliens notamment. Ils arrivent tous en même temps.
On leur propose des cours de formation professionnelle pour leurs travaux sur les pistes de ski. Mais ils prennent également des cours de catalan basique. Cela facilite leur contact avec toute la population. Dans les bureaux de la télévision nationale d'Andorre, on est aussi conscient de toute l'importance qu'il y a de devoir défendre la langue catalane. Ce média est né de la volonté du gouvernement d'asseoir encore plus l'indépendance de la principauté. Une télévision qui se définit comme le reflet de son environnement direct. En Andorre, la seule langue officielle, c'est le catalan. Bien sûr, la plupart des gens chez nous comprennent l'espagnol et le français. Ici, nous faisons un effort très important pour ne diffuser majoritairement que du catalan. On ne double pas les personnes qui s'expriment en espagnol ou en français. Tous nos journaux sont en catalan. On fait ainsi découvrir notre culture aux gens qui nous regardent. L'apprentissage du catalan, pour tous les résidents andorrans, même de façon temporaire, ne va pas sans poser des problèmes d'organisation. La solution passe par la mise en place de centres de formation ouverts à tous les publics. Les recommandations de notre gouvernement sont très claires. Tous les travailleurs qui viennent en Andorre, qu'ils soient communautaires ou non, doivent comprendre l'importance du catalan dans la vie de tous les jours en Andorre. Dès qu'ils viennent, ils se rendent compte très vite que le catalan est la langue officielle ici. C'est la langue du pouvoir. Le pouvoir politique, mais aussi économique. Et pour eux, apprendre le catalan, c'est un plus évident pour leur carrière professionnelle et leur vie au quotidien dans la principauté. Il est évident que si le catalan n'était pas la langue du pouvoir en Andorre, son impact serait nettement moins important. C'est notre grande force en Andorre par rapport à tous les autres territoires où l'on parle aussi le catalan. Notre gouvernement, le Conseil général, les établissements financiers, les directeurs de banque, tous les grands groupes commerciaux et industriels utilisent le catalan. C'est notre atout principal. C'est cela le plus important. Le catalan en Andorre n'est pas une langue mineure, c'est la langue usuelle. Cette politique prioritaire pour la défense d'une langue obtient aujourd'hui des résultats probants. Seulement 30% de la population de ce pays est d'origine andorrane. Pourtant, plus de la moitié comprend le catalan et s'exprime dans cette langue. Il est un petit territoire au cœur des Pyrénées qui revendique haut et fort son indépendance. Son meilleur atout, sa langue, le catalan, la plus symbolique de ses signatures. La Corse reste un exemple en Méditerranée dans le domaine de la préservation de l'environnement. À l'image du désert des Agriates en Balagne, un site protégé par le Conservatoire du littoral. Dans un cadre bien défini, les touristes peuvent donc découvrir des sites exceptionnels. C'est une merveille de la nature. 15 000 hectares entre mer et montagne, vierges de toute urbanisation. Nous sommes au nord-ouest de la Corse, dans le désert des Agriates. Et ici, l'île de Beauté n'a jamais autant mérité son surnom. Plus d'un tiers de ce site remarquable appartient au Conservatoire du littoral. 5 500 hectares soustraits à l'appétit des promoteurs immobiliers, pour la plus grande satisfaction de Michel Moracciol, directeur du Conservatoire de Corse. La chance de ce territoire, c'est qu'il était un peu à l'écart, il était difficile à viabiliser, il avait été en quelque sorte déserté par les habitants qui cultivaient avant ces terres. C'est pour ça qu'on l'a appelé ça un désert, ça n'a jamais été un désert. Hein. Et donc il est resté un peu à l'écart et il était temps. Il était temps et le conservatoire est arrivé au bon moment. La propriété du conservatoire s'étend sur 35 km de côte. C'est le terrain de jeu de Stéphanie, la responsable des gardes du littoral de Haute-Corse. Ils sont délégués par le conservatoire pour surveiller ce site hors du commun. Ce sont un peu les anges gardiens du désert des Agriates. Non, c'est pas agréable, c'est plus qu'agréable, c'est magnifique.
On a de la chance et on en est conscient en plus. Les plages du désert des Agriates sont très prisées durant l'été, comme celle de Saletje, l'une des rares aussi accessibles par la route. Une piste, en fait, d'une dizaine de kilomètres. La plage au bout de l'aventure, le concept est porteur, mais fait de plus en plus grincer les dents du côté des défenseurs de la nature. Les professionnels du tourisme, eux, assument tout en nuances. La Corse, ça reste une terre potentiellement d'aventure, avec un espace vierge qui est très important sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur le littoral ou sur la montagne. Évidemment, les sensations fortes peuvent être au rendez-vous, mais ce n'est pas l'objet, en tout cas, de l'excursion. L'objet, ça reste la découverte. Finalement, dans ma compagnie, le 4x4 est un véhicule qui permet de se déplacer d'un point A à un point B, en essayant d'avoir le meilleur rapport avec son environnement. Le village de Belgodère, sur les hauteurs de l'île Rousse. La mer se devine au loin. C'est là que la commune possède l'une des plages les plus appréciées de la région. Une plage d'1,5 km de long qui n'a pas toujours ressemblé à cet écrin naturel. Devant nous, sur la plage, il y avait l'anarchie la plus totale, des voitures pratiquement sur le sable. Là, on le voit peut-être un peu mieux, avec des voitures qui étaient poussées, les gens d'un incivisme assez incroyable. C'était le dépotoir total et l'aménagement a été une réussite pour l'ensemble de la Valaïe. Le désert des Agriates, c'est aussi le jardin de François, une figure de la région, guide équestre sur la terre de son enfance. Bon, on va continuer sur le littoral, on va rencontrer la plage de Saletje et avant vous allez voir plein de choses magnifiques. Il faudra me suivre exactement où mon cheval met les pieds, vous allez me suivre exactement au centimètre près. Et c'est parti pour 2 jours de randonnée entre mer et maquis. À cheval, le meilleur moyen de profiter des paysages selon François. Retour en mer avec Stéphanie, la patronne des gardes du littoral. Tu vois Mortel où c'est? Là-bas. Tu as la tour, le phare et le sémaphore en haut où on va rejoindre Michel. Direction le sémaphore de Mortella, situé sur le sentier qui longe la mer. Le conservatoire du littoral est très attaché à cet édifice. Il témoigne de l'histoire maritime du désert des Agriates. Pour les îles, l'approvisionnement et la gestion de l'eau sont des défis majeurs. Dans le sud de la France, Porquerolles n'est plus autonome en eau depuis la sécheresse de 2003. Du coup, des mesures alternatives ont été mises en place par le parc national de Porquerolles. Tous les matins, d'avril à octobre, alors que les vacanciers dorment encore, le capitaine du Saint-Christophe prend la barre. Là, on a 400 mètres cubes d'eau douce. On part de Port-Petiot au Salin et on les amène au port de Porquerolles pour connecter dans le réseau de l'île. Aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis la sécheresse de 2003, l'île de Porquerolles n'est plus autonome en eau potable. Et quel que soit le temps ou l'état de la mer, le Saint-Christophe doit donc traverser entre le continent et l'île pour livrer sa cargaison d'eau potable. On n'a pas trop de frein moteur là sur ce bateau, donc du coup on coupe la machine à l'entrée du chenal et on avance sur l'air du bateau quasiment jusqu'à notre place de quai. Une eau dont le prix de revient uniquement en transport est astronomique, 7 € le mètre cube. Mais il faut bien, l'été, contenter le million de touristes qui vient profiter de ce petit bijou. Dès qu'on arrive, le premier boulot, c'est on se connecte au réseau. Voilà, après, on envoie. Il y a 2-3 réglages à vérifier la pression pour envoyer dans le réseau. Et puis après, c'est parti. Après, c'est 10 heures de déchargement. Le précieux liquide est ensuite stocké dans ce bâtiment.
L'eau, une ressource rare, longtemps quasi déserte, l'île abrite aujourd'hui quelques dizaines d'habitants et des activités agricoles et viticoles. Pas de cours d'eau permanent et pas de source connue. Seule solution naturelle, la pluie. Mais même l'hiver, à Porquerolles, il pleut très peu ou alors trop fort. Martine, garde du parc, le constate tous les matins. Ici à Porquerolles, nous faisons des relevés depuis 1977. Ce sont des relevés à titre interne. Voilà. Donc chaque matin, un agent vient, fait les relevés, donc température maxi, mini, pluviométrie, rosée et évaporation. 40 ans de relevés d'hygrométrie pour comprendre qu'il pleut en moyenne chaque année 600 mm, mais les pluies sont inefficaces. On peut voir que durant 4 mois, c'est-à-dire que juin, juillet, août, septembre, nous avons eu pratiquement pas d'eau. Les mois précédents, donc c'est le mois d'avril et mai, nous avons eu un peu de pluie, mais beaucoup aussi de vent. Donc beaucoup d'évaporation, donc l'effet n'a pas été bénéfique par rapport à la nappe. Donc bonjour à tous et bienvenue à Porquerolles, bienvenue à la Maison du Parc. Je me présente, je m'appelle Virginie, je suis agent au Parc national de Porquerolles et je vais être votre guide pendant une partie de cet après-midi. Petite leçon d'économie d'eau auprès des touristes de passage. Ce sont eux, les plus importants consommateurs de l'île. Pour eux, il a fallu mettre au point un plan de bataille afin de gérer l'eau sur tous les fronts. La consommation hivernale quotidienne sur l'île de Porquerolles, c'est à peu près 80 mètres cubes. La consommation estivale quotidienne, c'est à peu près 600 mètres cubes. Le fait d'avoir un petit territoire comme ça, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert. On a des problématiques qui sont très propres à l'île, mais qui peuvent aussi être reportées sur le continent. En route pour une explication sur les solutions. Ce lagunage, par exemple, il permet d'améliorer le travail de la station d'épuration située juste à côté. L'eau va suivre un circuit de 30 jours au travers des 3 bassins que nous allons voir ici et perdre dans le dernier bassin plus de 80% de sa teneur en azote, en nitrate et en phosphate. Donc un traitement tertiaire qui est très important. Alors on s'arrête ici une petite minute. Et grâce à ce lagunage, il y a un double réseau d'eau sur l'île. Au niveau des parcelles, vous allez retrouver ce qu'on appelle le réseau bleu et le réseau rouge. Le réseau bleu, c'est l'eau potable. Le réseau rouge, c'est l'eau recyclée de la station d'épuration. Elle va servir à l'arrosage des légumes et des arbres fruitiers. Un peu plus loin, Virginie va raconter aux touristes comment les nappes phréatiques de l'île ont été polluées par l'eau salée. Notre point numéro 1, le puits des Oliviers. Par système de densité, l'eau de mer est plus dense que l'eau douce, donc en général elle a tendance à passer sous l'eau douce. Quand l'eau douce se retire, c'est-à-dire quand il n'y en a plus suffisamment, eh bien l'eau de mer prend sa place et rentre de plus en plus haut, de plus en plus loin dans les terres, jusqu'à la nappe, ce qui fait que l'eau devient saumâtre. On appelle ça un biseau d'eau salée. Dans ce domaine, l'expérimentation la plus extraordinaire se passe de l'autre côté, dans la même commune, mais sur le continent. À Hyères, la problématique est la même. Les nappes phréatiques ont été épuisées à force d'être pompées. Et là aussi, des biseaux d'eau salée sont apparus. Donc sur cet ensemble-là, on a changé le capteur de pression. Parce qu'on avait un petit souci de calibre. L'an dernier, la ville d'Hyères a mis au point avec l'aide de Suez une technique unique au monde, Aquarenova. Entre novembre et avril, 50 litres à la seconde sont puisés dans ce petit fleuve côtier. L'eau, d'abord analysée, va ensuite faire 2 km dans un tuyau sous la terre pour être réinjectée dans la nappe. Juste ici. Ah c'est bien là. On tâche d'équilibrer les deux bassins, mais... Voici donc l'eau puisée tout à l'heure dans le petit fleuve. C'est à partir d'ici qu'on commence réellement la réalimentation nappe. Cette réalimentation nappe, elle s'opère comme ça se passe dans la nature, c'est-à-dire par filtration lente à travers un massif filtrant que vous pouvez voir ici et qui permet à cette eau de surface d'acquérir une qualité d'eau souterraine. Une innovation unique au monde qui a coûté 2,8 millions d'euros. Qui paye? C'est un projet qui est amorti sur une douzaine d'années, qui est intégré au prix de l'eau potable qui est payé par chaque habitant de la commune. Le prix de l'eau est de 3,50 € le mètre cube, un peu en dessous de la moyenne nationale.
Impossible pourtant de mettre cette technique en place à Porquerolles. Il n'y a pas de cours d'eau, mais les élus de la ville étudient d'autres solutions. Une des solutions envisagées, ce sera en effet d'alimenter l'île de Porquerolles à partir du continent par une canalisation sous-marine qui est posée à même le sol ou enfouie pour pouvoir alimenter toute l'année l'île à partir de la nappe souterraine du continent. Un sea line, une sorte de cordon ombilical pour approvisionner l'île. Un projet encore à l'étude. Un jour, peut-être, Porquerolles sera à nouveau autonome. Mais l'eau restera à jamais un bien unique et rare à préserver. Elle vient des musiques arabes, lui des musiques gitanes. Ils réunissent sur scène derbouka, doudouk et accordéon dans un spectacle qui fait entendre la Méditerranée et ses métissages. Souad Massi et Eric Fernandez ont présenté leur première création commune Cœur de Cordoue en 2010. Ils se connaissent depuis 10 ans. À l'époque, Eric est le guitariste solo de Chico et les Gypsies. Les tournées le conduisent sur tous les continents. En écoutant l'un des groupes de première partie, il tombe sous le charme d'un chant arabe, celui de Souad. Mais avec les obligations, la distance, leurs 2 carrières solo, ils ne trouvent jamais le temps de travailler ensemble jusqu'en 2008. Souad, qui est enceinte, veut faire une pause, changer d'air. Elle vient se reposer ici à Martigues, la ville d'Eric. Ce qui m'a rapproché d'Eric, c'est l'authenticité, la folie aussi. J'adore les artistes qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout de leurs idées. C'est un truc que j'ose pas faire et j'adore le voir vivre ces choses-là. Une palette de couleurs chaudes choisie dans tous les pays, toutes les cultures de la Méditerranée. Car Eric se passionne pour tous les instruments traditionnels, qu'ils viennent d'Espagne, d'Afrique ou d'Arménie. Ce que j'avais envie de faire, surtout avec la voix de Souad, c'était coller ce doudouk qui est quand même c'est un instrument très particulier. C'est comme une voix, tu as vu, ça te prend. Très émouvant. C'est très émouvant, c'est une voix d'abord. Quand j'écris des mélodies pour le doudouk, je la chante. Jamais je la touche la guitare, quoi. Et là, l'idée de coller ça avec Souad, tu as vu, elle lit un poème aussi, Mahmoud Darwish. Et quand c'est collé à sa voix, moi, ça me fait la chair de poule, quoi. De l'émotion, une voix d'exception, un guitariste virtuose. Projet séduisant que la scène nationale de Martigues a voulu voir éclore. C'est très intéressant que ces 2 côtés de la Méditerranée se rencontrent et arrivent à dialoguer avec leur musique comme si c'était un dialogue amoureux. Un dialogue avec tous ces degrés que seuls les Méditerranéens savent exprimer. De l'extrême douceur à la passion orageuse, une colère forcément associée au flamenco. Le flamenco, c'est pas que faire des sons de pied ou de la rythmique, c'est aussi la gestuelle et tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais l'univers de Souad, c'est pas tellement flamenco. Et vous arrivez quand même à vous y retrouver ? Ben, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que du coup on fait des rencontres. Et là, la fusion avec Souad et Eric, et musicalement, moi ça m'enrichit beaucoup. Et du coup, ça me permet de travailler sur d'autres horizons et pas que dans le flamenco. Plus qu'évident, ce plaisir-là est aussi contagieux, car dans ce creuset, personne ne revendique ou ne perd son identité. La rencontre musicale invente un dialogue enrichissant tant par sa nouveauté que par ses accents traditionnels, presque
une leçon de vie. Méditerranéo est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.